À Paname 360, je suis avec Francis Bata. Francis Bata, peut-être peu connu dans le monde général de la musique québécoise ou canadienne, mais déjà très connu à l'intérieur de sa communauté, et primé et respecté et aimé. Pourquoi? Parce que Francis Bata est un jeune compositeur talentueux qui a gagné plusieurs concours. Je pense au concours Antonin Dvorak ou un concours de l'Orchestre métropolitain, le prix collégien de musique contemporaine, Grand prix de la Fondation Socan et d'une d'une trajectoire fort intéressante puisqu'il a commencé en tant que pianiste de jazz lorsqu'il était au collégial et il s'est reconverti à la composition et ce fut un excellent choix parce qu'il est un des meilleurs compositeurs de sa génération en ce moment déjà. Bonjour Francis. Bonjour Alain. Francis, on te parle aujourd'hui dans le contexte de Montréal Nouvelle Musique. Montréal Nouvelle Musique a prévu une de tes œuvres, a commandé une nouvelle œuvre de toi-même qui sera jouée à l'Espace SAT le 14 février prochain avec l'ensemble hollandais New European Ensemble et dans le contexte d'un programme qui s'intitule Dynamite Barrel, un baril de dynamite. Un baril de dynamite qui a pour objectif, enfin, d'après ce que j'ai lu dans les notes de programme, qui serait une espèce d'éloge des souvenirs d'enfance, enfin des souvenirs lointains de bien-être qui rejaillissent dans notre mémoire aujourd'hui, beaucoup plus tard, et qu'on essaie enfin de débusquer. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça, c'est la thématique du concert. Je pense que c'est un concert qui est très éclaté. C'est aussi un concert où est-ce qu'on mélange musique et vidéo. Et il y a toutes sortes d'approches qui vont être différentes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de foisonnant là, à ce concert-là, d'où le titre qui lui a été donné. Oui. Alors, on va commencer. Avant de parler de l'œuvre en tant que telle, on va essayer d'avoir des notions minimales de ton art, la façon dont tu as structuré ton art jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on ne peut pas le définir avec des mots, des phrases et strictement des concepts, mais on peut partir de là pour bien mieux comprendre lorsqu'on sera à l'écoute de tes œuvres. Parce que la plupart des gens qui sont à Paname 360 en ce moment, qui vont visionner cette interview-là, te connaissent peu ou pas du tout. Alors, essayons de te connaître d'abord. Oui, eh ben, une manière que j'ai des fois d'expliquer les choses, c'est de partir un peu de nos influences ou d'un peu de notre identité. Puis je dirais qu'au point de vue musical, j'en dégage comme trois principales. Une qui est le jazz, bon, on en a parlé, vu que j'ai appris le jazz au secondaire, j'ai fait aussi des études collégiales dans ce domaine-là. Donc, nécessairement, ça m'influence. L'autre chose, c'est vraiment la musique classique et plus particulièrement le piano classique, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le piano, puis c'est un héritage que je porte encore. J'ai fait des études en composition, j'ai appris le contrepoint, l'harmonie, vraiment dans une perspective traditionnelle. Donc, cet esprit-là aussi est important. Puis, naturellement, celui de la musique contemporaine, la musique de création. Donc, ce côté-là qui est un peu plus exploratoire, un peu plus avant-gardiste. Donc, c'est comme trois familles ou trois grandes traditions qui sont importantes pour moi. Puis, en fonction des projets que je développe, mais ça se peut que je me rattache plus à l'une de ces trois-là ou que j'en mélange deux des trois ou encore les trois ensemble.
Ce qui est intéressant déjà, un pianiste de ta génération qui est devenu compositeur s'intéresse à plusieurs styles. Ça, c'est vraiment représentatif de la nouvelle identité des compositeurs et compositrices de manière générale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas strictement issus de l'héritage occidental qui était de la musique classique qui s'est progressivement transformée en musique moderne, contemporaine. Et aujourd'hui, on constate que toutes sortes d'esthétiques peuvent marquer l'imaginaire d'un compositeur ou d'une compositrice. Ouais, ben, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que ça serait un peu trahir mon milieu, trahir d'où je viens, de me référer à une seule histoire, un genre de récit qui est unique. Moi, j'aime ça un peu, être un peu, passer de manière transversale, là, si on veut, d'un récit à l'autre, puis un peu Oui, naviguer là-dedans selon mes propres intérêts. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec cette vision-là, là, de la musique qui est très contemporaine, qui est très actuelle, puis qui définit ma génération, certainement. exactement. Et même celle un peu avant la tienne, Je c'est-à-dire que pense aussi, oui, les gens qui évidemment. ont moins de 40, 45 ans sont un peu tous et toutes dans cet esprit-là, n'est-ce pas? Exactement. Oui, oui, je suis Oui, totalement d'accord. oui. Mais dans le cas qui t'occupe, c'est-à-dire la famille jazz, la famille classique, ce sont enfin, les trois pôles que tu as décrits, rejaillissent ça et là, selon les œuvres, d'après ce que tu nous dis. Cette fois-ci, dans le contexte de Montréal Nouvelle Musique et de la commande d'œuvres qui finalement t'a été donnée et qui sera jouée, cette œuvre-là sera jouée à l'Espace SAP le 14 février par le New European Ensemble de Hollande. Que peut-on dire de la construction des prémices de cette œuvre-là, de la manière dont elle s'est développée au travers du processus compositionnel? Absolument, mais tout d'abord, je suis parti de l'instrumentation qu'on m'a donnée, je pense, qui est assez particulière. C'est pour clarinette, basse, saxophone alto, batterie, guitare électrique, clavier électronique et quatuor à cordes. Donc, c'est ce qu'on m'a donné comme instrumentation, puis c'est à partir de cette instrumentation que j'ai développé le projet, où je pourrais dire que ça a comme connecté avec des idées que j'avais déjà en tête. Puis là, je me suis dit, ah ben, c'est le moment idéal pour les mettre en place. Donc, naturellement, cette instrumentation-là, ça appelle à quelque chose qui peut se référer au jazz. Et dans ce cas-ci, ce qui m'a intéressé, c'est le jazz progressif ou expérimental, et plus particulièrement l'album Bitches Brew de Miles Davis, Ah que, oui. que, que je connaissais, mais dans lequel je me suis plongé plus en détail. Et donc, ça, c'était une source d'influence principale. Puis l'autre chose, c'est la question de la microtonalité, qui est quelque chose que j'ai développé durant mes études en maîtrise. Donc, juste pour faire simple, la microtonalité, c'est une manière, on pourrait dire, alternative d'accorder les instruments pour aller chercher des nouveaux sons, des nouvelles gammes, des nouvelles sonorités. Donc, c'est un peu les deux éléments principaux sur lesquels je me suis penché. Et ben, la microtonalité avec un clavier électronique, mais ça se pratique très bien parce qu'avec des genres de presets, on peut programmer un nouvel accordage de l'instrument. Et On dans peut le aller cas, chercher des quarts de ton, des 16e de ton, etc. exactement, exactement. Puis dans ce cas-ci, ben, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir deux claviers superposés, comme dans un show de musique, musique rock ou musique jazz fusion. Mais il y a un des deux claviers qui est décalé d'un quart de ton par rapport à l'autre. Puis Mhm. avec ça, moi, ce que je vais aller chercher, c'est des harmonies, donc des accords qui sont différents, mais aussi des modes qui sont différents. Puis au détour, ben, par exemple, en musique arabe, on sait que dans cette musique-là, on va chercher des gammes justement qui ont des quarts de ton. C'est quelque chose sur lequel je me suis inspiré aussi un peu dans ce projet-là. Et donc là, on est dans un environnement jazz, mais avec des quarts de ton, avec des gammes qui utilisent des quarts de ton, puis avec des solos qui sont construits un peu de toutes pièces, qui donnent une sensation d'improvisation, mais qui sont basés sur ces gammes-là que j'ai développées.
Très intéressant. Et lorsque tu réfères à Bitches Brew, enfin cette période fondatrice de Miles Davis lorsqu'il était passé à l'électrique, on pense à Miles Place for Jack Johnson, In a Silent Way, Bitches Brew, enfin tous ces albums-là qui ont été créés fin des années 60 au tournant des années 70 avaient préfiguré le jazz électrique à l'époque. Et c'était même très souvent beaucoup plus intéressant que ce qui s'en est suivi. Et pourtant, ce sont des formes extrêmement simples, les formes compositionnelles de cet album-là précisément. Ce sont il n'y a pas énormément de transformations harmoniques. C'est beaucoup plus dans l'improvisation et dans l'enrobage, dans l'arrangement, dans l'ambiance, la superposition en temps réel des improvisateurs, des musiciens qui étaient tous excellents, que ça se trouve, que la valeur de cette musique-là se trouve. Oui, mais c'est ça. Ben, par rapport à Bitches Brew, une des choses que je trouvais vraiment importante, c'est vraiment l'univers dans lequel on est plongé. Il y a comme une cohérence dans l'album, où est-ce qu'on est vraiment dans un univers à part, puis on dirait que ça se rattache. Bon, oui, on peut le situer d'une manière historique, tout ça, que ça préfigure le jazz fusion et tout ça, mais je trouve qu'il y a vraiment comme une sorte de D'ambiance. d'ambiance exactement cohérente, puis qui est vraiment unique en son genre, que j'ai pas retrouvé dans aucun autre album, même dans les albums qu'on juge similaires, Kirby Hancock a fait, par exemple. Je trouve pas que ça se rapproche de Bitches Brew. Puis moi, je me suis inspiré un peu de cet univers-là, puis j'essaye d'une manière ou d'une autre que ma pièce se rattache à cet univers-là, même si je pense que Mhm. c'est séparé. Donc, il y avait cette question-là. Ensuite, ben, juste l'instrumentation avec la guitare électrique puis le clavier électrique, nécessairement, on plonge dans cet univers-là. Donc, il y a des correspondances qui sont à faire. Puis par rapport à la question de la forme, mais très rapidement, je me suis posé la question quelle forme je vais donner à ma pièce, qui est une pièce d'environ 10 minutes. Puis c'est là que j'ai comme eu un flash, finalement, d'utiliser le lead sheet, comme ça se fait en jazz. Donc j'ai comme créé une sorte de lead sheet de ma pièce. Donc, le Pourrais-tu lead sheet, expliquer aux oui, gens c'est qu'est-ce ça, que le c'est un lead sheet? lead sheet, c'est ce qui est utilisé en jazz. C'est dans le fond la partition, mais réduite au strict minimum. Donc, c'est une mélodie, puis les accords. C'est Mais ça. en Comme dans ayant ce qu'on appelait le fake book autrefois, là. exactement, Euh, qui c'est réunissait toujours la mélodie, différents. les thèmes, les accords, les bridges, et c'est tout. Exactement. Donc, c'est une partition réduite au strict minimum. Puis, c'est à partir de cette partition-là qu'on improvise, qu'on fait des arrangements, des choses comme ça. Puis là, je me suis dit, ben, je vais créer le lead sheet de ma pièce, puis qui se répète en boucle, je pense 3 ou 4 fois. Puis à partir de ce lead sheet-là, mais là, je vais faire ce que je fais normalement comme compositeur, créer des développements, créer expandre certaines choses, déformer certaines mélodies, les ornementer, ainsi de suite, composer des faux solos. Donc, on dirait que le lead sheet, ça a comme débloqué un peu la question de la forme dans ce projet-ci, en tout cas. C'est très intéressant de développer des faux solos. J'adore cette idée-là. D'ailleurs, Marianne Trudel le fait avec l'Orchestre national de jazz de Montréal il y a quelques mois de ça. Elle avait invité des gens qui donnaient l'impression de faire des solos. Puis à un moment donné, je parle à Marianne après, je dis, écoute, non, ils sont vraiment bons. Tu sais, c'était un subterfuge. Tout était écrit. Alors ça, c'était vraiment intéressant, mais en même temps, ça nous donne l'idée qu'un compositeur peut s'inspirer de la musique improvisée pour créer des lignes mélodiques. Absolument. Puis il y a la question aussi de l'authenticité, qui est souvent une valeur musicale qui est vénérée. Tu sais, on dit de quelqu'un que sa musique est authentique, puis c'est souvent une qualité qu'on donne à un Ouais. artiste. Puis mon professeur de composition à la maîtrise, Denis Bouliane, m'avait un peu vanté l'inverse. Il est vraiment en contre-courant, disons, d'une pensée dominante à ce niveau-là. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, au contraire, de créer des mondes, de créer des illusions, c'est très, très intéressant sur le plan artistique. Puis il donnait en exemple ultime Stravinsky, qui est un compositeur qui a toujours été capable de donner l'illusion de quelque chose, l'illusion de la musique russe, l'illusion du jazz, l'illusion même d'une sorte de musique sérielle extrêmement stricte. Puis à travers ça, bien,
on joue un peu avec notre audience, on joue même avec nous-mêmes, avec ce qu'on ressent, tout ça, puis on crée des différents niveaux de perception. Donc, au contraire, ce côté-là d'être un illusionniste, un genre de magicien, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup plutôt que l'authenticité au sens premier. Oui, l'authenticité intrinsèque, immanente, c'est un peu une illusion en soi-même. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop de toute Pas manière. grand-chose. À un moment donné, au bout du compte, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est le résultat. Point final. Exactement. Et donc, tu te produis, enfin, ton œuvre sera interprétée par des musiciens quand même de tradition classique, même s'ils sont en musique contemporaine. Euh, L'esprit jazz peut-il être bien retransmis, puisque là, il n'est pas question d'improvisation et tu ne fais pas appel à des improvisateurs ou des improvisatrices, mais bien à des instrumentistes qui vont lire. Ben, c'est le grand défi. On parlait tantôt du fait que les cultures musicales de plus en plus commencent à se mélanger. Il en demeure pas moins qu'on appartient tous à une certaine culture musicale. Puis Oui. c'est ça un peu le défi qui vient avec ça, c'est comment on peut s'approprier des choses qui appartiennent à d'autres traditions, tout ça. Bon, au niveau de la composition, mais c'est sûr que j'écris plus dans la partition que ce que je donnerais à un musicien jazz pour suggérer ce que j'ai en tête. Mais c'est sûr qu'après, ben, c'est l'interprète qui traduit ça musicalement, tout ça. Mais je leur fais confiance. Puis, Ben, on n'a pas le choix, il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que je me souviens, Walter Boudreau avait fait à l'époque Dangerous Kitchen, inspiré des œuvres de Frank Zappa, mais ça restait quand même une interprétation en musique contemporaine. Il y a dans les années 90. Et c'est pas nouveau. C'est arrivé très souvent que des compositeurs en musique contemporaine s'inspirent du jazz, mais lorsqu'on arrivait dans l'interprétation, on voyait que les interprètes eux-mêmes étaient un peu limités puisqu'ils appartenaient à une tradition très précise. Ce qui est en train de se défuntifiser jusqu'à un certain point, parce que les gens, comme tu le mentionnes pertinemment, viennent de plusieurs traditions maintenant, même s'ils en ont une en particulier, ils sont de plus en plus ouverts et de plus en plus à l'aise avec différents langages. Et c'est là que tu peux faire confiance. c'est ça, c'est un peu mon point. Puis je pense que c'est sûr qu'il pourrait y avoir des musiciens de jazz très puristes qui écouteraient ma pièce et qui diraient, ah ben, ça trahit l'esprit du jazz qui est basé sur l'improvisation, tout ça, parce que c'est de la musique qui est écrite. Puis là, ben là, les interprètes sont un peu contraints par ce cadre-là, puis ne peuvent pas donner, disons, l'expression maximale qui conviendrait à chaque moment musical. Mais c'est pas ça mon intention non plus. Mon intention, c'est de créer un univers, de le fabriquer en quelque sorte, puis de nous plonger là-dedans. Puis ça revient finalement à la question de l'authenticité aussi. C'est Exactement. pas La musique écrite, lorsqu'elle est inspirée par des sources jazz notamment, ça fait 100 ans que ça existe. George Gershwin faisait ça il y a un siècle. Et depuis ce temps-là, il y en a toujours eu qui l'ont fait, mais étant donné qu'il y avait un clivage beaucoup plus grand entre les écoles occidentales et le mépris de l'occidentalocentrisme en musique par rapport au jazz à l'époque, a toujours maintenu les gens un peu dans des factions séparées alors que c'est plus le cas et tu peux en profiter maintenant. exactement. Puis, il y a déjà eu des préfigurations de ça dans le monde du jazz avec le third stream, qui est un courant un peu marginal, Absolument. mais qui est quand même très avant-gardiste, où est-ce qu'il y avait Ah oui. des mélanges entre musique classique et musique jazz. Oui, à l'époque du Modern Jazz Quartet, puis de tout. Enfin, même Gil Evans avec Miles Exactement, Davis. c'est ça. C'est Tout à ça. fait. Alors donc, c'est super intéressant. On a hâte de voir ce que ça va donner, enfin d'entendre ce que ça va donner et le voir, puisque c'est toujours mieux de voir des instrumentistes exécuter une œuvre que de strictement l'entendre. Exactement. Et je tiens à rappeler que c'est un projet aussi qui a une composante vidéo. Dans ce cas-ci, c'est le créateur Maxime Corbeil-Perron qui fait la composante vidéo qui est associée à mon œuvre. Ah oui, donc Oui, tu as même du VJing avec toi maintenant. exactement, qui va donner un genre de soutien un peu, qui va un peu, je pourrais dire, parachever l'univers dans lequel je veux nous plonger. Ben, c'est bien de ton temps et ça va se maintenir pour les décennies à venir. Et comment s'intitule l'œuvre au fait? Ça s'appelle Cyan Saturn.
Alors, pourquoi un titre anglais? C'est que je m'inspire directement de la pièce Sanctuary, qui était composée par Wayne Shorter et qui est présente dans l'album Bitches Brew. Il y a un motif d'ailleurs de cette pièce-là que je cite à un endroit de manière très subtile. Donc, c'est simplement une anagramme de cette pièce-là. Il y a un anagramme quasi parfaite, il y a une lettre de plus. Et donc, je trouvais que c'était un titre qui était évocateur, puis en même temps, c'est un clin d'œil à l'album Bitches Brew. Excellent. Alors, on a vraiment hâte d'assister à la première mondiale de cette œuvre-là, le 14 février à l'Espace SAT, présenté par la Société de musique contemporaine du Québec. Francis Battant, merci beaucoup pour cette interview. Et Merci. c'est la première d'une longue série, je pense. Merci, j'en suis enchanté.